J'ai intitulé mon intervention « L'Iran contre l'Empire », l'Empire au sens où on l'entend en général, de l'avantage d'avoir une stratégie intelligente. Voilà. Donc je vais expliquer ce que j'ai fait, ma démarche, puis je vais essayer de faire que ce soit un peu distrayant, et un peu léger quand même, pas trop lourd, ni lourdin. Premièrement, je rappellerai, mais je n'insisterai pas, parce que ça a déjà été dit, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne les répéterai pas. L'Iran est sanctionné par l'Occident depuis 1979, c'est-à-dire depuis l'instauration de la révolution islamique en Iran et le départ du Shah en exil. Quand on voit depuis cette date la mise en parallèle que j'ai faite très très soigneusement du calendrier politique de la République islamique, donc depuis 1979, date de son instauration, et du calendrier des discussions et des sanctions de la soi-disant communauté internationale, la mise en parallèle, dis-je, fait apparaître deux évidences. Premièrement, les sanctions sont devenues une véritable obsession pour l'Amérique et pour les pays occidentaux en général. Ça a déjà été dit, je ne le répéterai pas, mais je vais quand même le souligner. Ça apparaît bien comme étant une véritable obsession, au point d'apparaître comme leur seul instrument diplomatique et leur seule action diplomatique. Ça, on a pu le voir depuis longtemps, il y a une espèce de glissade vers ce néant diplomatique que sont les sanctions. Enfin, on préfère la diplomatie pénitentiaire plutôt que la diplomatie diplomatique. Deuxièmement, il est clair quand on voit cette mise en parallèle que c'est pour piéger, je dis bien piéger, l'Iran, que les Européens, agissant en proxy de l'Amérique, elle-même sous haute pression d'Israël, ont proposé au dit Iran, à l'Iran, en 2004, d'entamer des échanges, puis des discussions concernant son programme nucléaire. Ça a été commencé sous une forme très bénigne, de bonne aloi, diplomatique. En 2004, l'arrière-pensée était de tenter d'entraîner Téhéran dans une escalade de concessions sur son programme nucléaire, sous peine ou sous fardeau, sous menace de sanctions massives. L'objectif global étant l'objectif suivant, de réduire au minimum les ambitions nucléaires civiles de l'Iran et de le contraindre à renoncer en totalité à ses perspectives militaires. Depuis près de 20 ans, l'entreprise atlantiste, pendant 20 ans, depuis 2004 à 2002, depuis près de 20 ans, l'entreprise atlantiste aura connu des hauts et des bas, y compris une rupture radicale avec le retrait unilatéral des États-Unis décidé par Donald Trump en 2018, mais l'Iran aura su en tirer de la dite aventure des leçons pour l'avenir et un avantage stratégique en tenant compte des mutations géopolitiques en cours. Deuxièmement, la question des sanctions. De façon générale, ça a été dit et redit, donc je n'insisterai pas, mais il faut le redire quand même, pour la beauté de la forme. De façon générale, les sanctions sont des instruments faussement diplomatiques, contraires à la légalité internationale, laquelle est incarnée dans la Charte des Nations Unies, et non pas par les lubies de tel ou tel régime politique, de San Francisco en 1946. De ce point de vue-là, si les sanctions sont des instruments faussement diplomatiques, les sanctions extraterritoriales sont à plus forte raison exorbitantes et illégales. Elles sont liées à des accusations multilatérales non prouvées, la plupart du temps, à des règles que seuls ceux qui les ont inventées connaissent, ils les expliquent à personne, ça n'est pas quelque chose d'universel, à des accusations multilatérales non prouvées, et puis à des arrière-pensées stratégiques et politiques. Elles ont été exacerbées, bien entendu, par le retrait unilatéral, entre guillemets, des États-Unis du traité de plan d'action global de 2016 d'une manière totalement arbitraire. Troisièmement, le non-dit et le malentendu. Les sanctions contre l'Iran sont donc liées avant tout, ça a déjà été dit aussi, mais je le répète, au dossier nucléaire iranien, créé de toutes pièces, je le rappelle, par les Occidentaux en 2003, en 2002-2003. Lorsqu'un dissident, et j'ai appris de bonnes sources, un dissident iranien, bien sûr, c'est leur métier,
a dénoncé à l'Agence internationale de l'énergie atomique l'existence de 2 centres d'enrichissement d'uranium soi-disant clandestins, qui étaient entretenus par le gouvernement sans déclaration, comme on fait l'absence de déclaration d'impôt. Et plus tard, donc, le respect, et plus tard, au respect donc, global des clauses du plan global d'action commun de juillet 2015. À partir du moment où ce plan était signé, c'était trop facile de trouver que l'Iran ne remplissait pas ses obligations. C'est bien classique, il n'y a pas égalité, c'est pas des partenaires, il y a quelqu'un qui dirige, le maître d'école, le père fouettard, et puis le petit enfant qui est fouetté, qui mérite seulement des châtiments. Il y a le crime et le châtiment. Ce qui est en jeu, en fait, c'est le statut nucléaire de l'Iran dans le cadre du double endiguement de l'Irak et de l'Iran, initié par Washington en 1979. Faut pas dire, c'est ça en fait. Il y avait la nécessité, l'endiguement, c'était pas entre la Russie et la Chine comme on le pense parfois, c'était entre l'Iran et l'Irak après la création de la révolution, l'instauration de la révolution islamique en Iran, et après, je dirais, la guerre Irak-Iran. Alors, ce qui est en jeu, donc c'est le statut nucléaire, dans le cadre du double endiguement. Autrement dit, en 2002, on pensait que l'Irak avait son compte, c'était 2002-2003, le tournant, puisqu'il y avait la deuxième guerre d'Irak, l'Irak passait de la surveillance à la destruction et à l'invasion, et à la destruction de l'État, du parti des forces armées, etc. Et donc il avait son compte, il fallait s'occuper un petit peu de Téhéran, pour la beauté du dossier, du paysage. Donc, c'est en 2013, en 2013 à Genève, donc il y a une cascade de négociations, et quand on voit le calendrier, c'est vrai que chaque péripétie politique est suivie d'une volée de sanctions. En fait, on a toujours misé en Iran sur l'alternance d'un président modéré, comme le président Khatami, jusqu'en 2003, puis son remplacement par un président dit radical, Ahmadinejad, puis la fin du règne d'Ahmadinejad par le président actuel, qui sont donc un président radical qui est encadré par 2 présidents modérés. Avec le modéré, l'Occident pensait qu'il avait sa chance d'entuber l'Iran, je dirais ça clairement. Et avec le président radical, il ne pouvait pas. Alors dans tous les cas de figure, suite à un changement de présidence, il y avait une volée de sanctions, soit en titre d'avertissement, soit à titre de sanction. Alors en 2013, l'enjeu reste toujours le même. Et jusqu'à maintenant d'ailleurs, toutes les tergiversations, ça reste le même. Alors, en 2013, il y a donc à Genève la conférence entre l'Iran et le P5, plus l'Allemagne, donc les 6 interlocuteurs, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, le Joint Comprehensive Plan of Action, qui est signé le 14 juillet 2015. Le résultat recherché, je le redis, l'arrêt temporaire des sanctions économiques, qui est donné en paiement en salaire de l'arrêt temporaire du programme nucléaire iranien. L'Iran, globalement, le résultat est donc enseveli, et littéralement enseveli depuis 20 ans, sous un arsenal de sanctions illégales tous azimuts, de la part des États-Unis, puis de leurs affidés de l'Union européenne, qui n'ont pas de politique propre, de l'ONU, qui est quand même, je m'excuse, sauf le Conseil de sécurité, mais enfin un peu sous influence comme idéologique, historiquement, de l'Occident, avec la caution de l'Agence pour internationale de l'énergie atomique, qui est une de ces organisations internationales qui, malgré leur désir d'indépendance, arrivent difficilement à se dégager de cette emprise idéologique qui fait qu'il y a les bons et les méchants, la communauté internationale et la flore de l'humanité, et puis les États voyous, et puis tout ce qui ne compte pas, il y a tout le reste de l'humanité. Alors peu importe, on le chiffre à 15% ou 20%, et puis à 85 ou 80, mais leur de grandeur, c'est à peu près ça quand même. Il y a une petite minorité qui se compte pour la communauté internationale depuis fort longtemps, et puis l'autre qui constitue une communauté internationale de facto, mais qui n'est plus la même que la première. Alors, quatrièmement, la règle du jeu. Pour les 4 occidentaux, les États-Unis et les 3 Européens,
sous forte pression d'Israël, je le redirai parce qu'on l'oublie beaucoup, mais c'est l'inspirateur, c'est le cœur battant de l'Amérique, l'inspirateur de la politique américaine et de l'Occident en large mesure. Et avec la bénédiction de l'ONU sous influence, le souci premier a toujours été, était au début, et a toujours été, en fait, d'interdire à l'Iran toute perspective d'un statut nucléaire, en d'autres termes, l'empêcher d'accéder au rang de puissance nucléaire, signifiant la possession de l'arme atomique. Bon, ça, je pense que c'est ça, c'était ça l'objet. Ah, pardon, excusez-moi, il y a des... Les sanctions à dose massive et multiforme, et à dose de n'importe quoi, il faut bien le dire, parce qu'on ne trouve plus rien dans le catalogue de la Redoute, hein. Les sanctions à dose massive et multiforme permettent aux 10 occidentaux d'avoir une forte prise sur l'Iran. Tout allègement étant conditionné par le respect d'un certain niveau de conditions qui est lié lui-même, de près ou de loin, à des restrictions sur le programme nucléaire. Et en contrario, toute violation des engagements étant au contraire sanctionnée. Il y a bien ce jeu, et il est tout simple et tout bête, mais il est cruel comme jeu, et efficace. Après. Alors je préciserai, que c'est pour la petite histoire, parce que c'est vraiment de la petite histoire, que c'est une certaine Janet Yellen, qui est, je crois, la secrétaire au Trésor, qui est un personnage éminent de la diaspora néoconservatrice au pouvoir à Washington, qui concocte, qui gère la dette américaine, et tous les États endettés vis-à-vis de l'Amérique, et surtout tout ce que doit l'Amérique, puis qu'elle ne fait jamais, que le projet billet, ou bien, et qui gère toutes les sanctions et tous les embargos, toutes les mesures coercitives diverses et variées contre l'Iran, contre la Syrie, madame, contre la Russie, la Turquie, le Venezuela, Cuba, la Chine, le Mexique, va contre l'Union européenne. Quand elle désobéit, quand elle ne sait pas être le bon élève, parce qu'on ne prend pas comme des roquets et des perroquets. Pour l'Iran, l'essentiel est de préserver la possibilité à terme d'accéder au statut de puissance nucléaire de plein exercice, y compris militaire. C'est légitime. Il y a déjà 4 ou 5 États pour le signaler qui ont déjà l'arme nucléaire et à qui on ne demande aucun compte. Et à la barbe de la communauté internationale, ils peuvent faire exploser des bombes, ils la détiennent et ils en jouent. C'est d'ailleurs la source de leur influence. Pourquoi l'Iran s'interdirait-il le droit d'avoir une arme nucléaire? C'est une grande nation, un grand pays avec une histoire. Il a autant de droits, ni plus ni moins le droit que les autres, alors que toutes les puissances nucléaires officielles se désarment immédiatement. À ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais ça ne se fera pas, bien évidemment. Alors, donc, l'essentiel est de préserver la possibilité à terme d'accéder au service de puissance nucléaire de plein exercice, y compris militaire, en se réservant une certaine latitude dans le domaine crucial et charnière de l'enrichissement de l'uranium, tant qu'on n'a pas rompu les négociations. Pour eux, c'est ça la problématique. Le manquement des Occidentaux aux engagements pris en matière d'allègement des sanctions ou aux obligations du traité a été sanctionné à diverses reprises du côté iranien par le gel des engagements iraniens. Au fond, ils avaient bien raison. Et une certaine reprise de liberté. Il y a de nouveaux progrès dans le programme nucléaire. C'est une bonne guerre, j'allais dire. Il va de soi que le retrait unilatéral de l'Amérique en 2018 et la liberté qui en a résulté pour la République islamique a été mis à profit pour celle-ci pour accélérer ses progrès nucléaires. Ça va de soi. Moi, j'aurais été à sa place, si je ne suis pas, j'aurais fait la même chose. Hein. Le chef n'est pas là, elle est sur Idance, on en dirait. Bien que... Bon. Il va de soi. Donc, la pression mise sur Téhéran par Européens interposés qui servent de valets de course, de coursiers, de proxy, hein, de valets, de laquais. Hein. La pression mise sur Téhéran par Européens interposés pour reprendre la négociation, comme ça avait été le cas pour la lancer, est motivée par le désir de l'Amérique et de ses affiliés européens de reprendre un peu la main après le nouveau bond en avant de Téhéran. Ils ont la sensation que depuis le retrait unilatéral, l'Iran a pu en prendre à sa guise, et donc il faut mettre un terme à ça, donc il faut re-signer en vitesse pour reprendre le traité, pour reprendre le bon vieux jeu. Alors, chaque rupture de rythme a permis à l'Iran de se rapprocher de l'objectif recherché.
c'est-à-dire de raccourcir le délai estimé nécessaire pour accéder à la bombe, sans doute moins d'1 an actuellement. Et ça, c'est une terreur, parce qu'à chaque fois, il y a un petit peu, disons, le délai qui se raccourcit. Mais encore une fois, moi, je n'y vois pas péché, parce que je trouve qu'à vrai dire, c'est le droit de l'Iran, ou moins en théorie, hein, selon disons, un raisonnement raisonnable. Je ne suis pas du tout un partisan de l'arme nucléaire, mais elle va en guerre. Mais à partir du moment où il y a des puissances qui ont l'arme nucléaire, pourquoi d'autres pourquoi serait-il interdit à d'autres de l'avoir? Alors, c'est là que je viens, cinquièmement. Il y a un élément important qui est peut-être qu'il fallait y penser avant, et l'Iran a su y penser avant, c'est le basculement de l'équilibre géopolitique du monde. Alors ça a déjà été développé copieusement, surdéveloppé même. Donc il n'a pas été question jusqu'ici de 2 États, pourtant une partie essentielle à la négociation, la Russie et la Chine. La Russie et la Chine ne sont pas des négociatrices de la première heure. Je crois qu'elles ont été, si mes souvenirs sont exacts, elles ont été introduites dans la négociation en 2006 par les Occidentaux, en un temps, je ne sais pas que vous ne pouvez pas connaître, mais en un temps où la Russie et la Chine ne mettaient jamais de veto aux décisions occidentales. Elles avaient peur, elles craignaient, elles voulaient à tout prix à la Gorbatchev, elles voulaient négocier avec l'Occident. Parce qu'elles n'avaient encore pas compris qu'à négocier, on se faisait toujours avoir. Alors donc, finalement, il s'agit alors, la Russie et la Chine, elles votent, comme elles votent à l'époque à tous les coups, elles s'abstiennent, elles émettent des réserves, mais elles ne posent jamais de veto. Donc les sanctions décidées, les décisions prises par l'Amérique passent comme une lettre à la poste au Conseil de sécurité. Alors, il s'agissait alors de renforcer les rangs des représentants de la communauté internationale face à l'Iran, en un temps où les Occidentaux faisaient encore la loi et disaient le droit, comme ils le disent, disaient le droit, c'est-à-dire sans craindre d'être contrés. Personne n'osait dire le contraire quand l'Amérique parlait. Les 2 puissances eurasiennes se contentaient alors d'apporter à l'Iran un soutien feutré, comme on l'a fait au jour le jour, disons à ce moment-là, mais sans jamais heurter de front ce qu'ils appelaient encore leur partenaire, entre guillemets, euro-américain. Un veto n'était pas envisageable à cette époque-là. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. C'est bien ce qu'en acceptant une renégociation, une reprise de la négociation du traité nucléaire, une reprise, les Iraniens ont bien compris qu'ils avaient une fenêtre d'opportunité. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui, puisqu'on parle sans détour. Par exemple, le président Macron disait dans son discours aux ambassadeurs en 2019 que nous vivons la fin de l'hégémonie occidentale, de nouvelles puissances sont en train de prendre le relais. Oui, il l'a répété parce qu'il en est convaincu. Et finalement, il faut s'y faire à l'ordre des choses. L'ère occidentale est terminée. Donc il nommait historiquement des puissances qu'il appelle les États-civilisations, comme la Russie, n'en déplaise à ceux que la phobie anti-russe, comme l'Iran, comme la Chine, etc., des États-civilisations, et non pas des États volapucs. Alors, donc, il n'en est plus ainsi alors que l'on fait sans détour de la fin de l'hégémonie occidentale et de la recomposition de l'ordre mondial. Ça, c'est à l'ordre du jour. Bon, l'heure est même à la confrontation, c'est même ça le creux de l'actualité, le fondement de l'actualité actuellement, et ça, l'Iran l'avait bien vu, alors que d'autres, comme les dirigeants plus proches de nous que les dirigeants irakiens, plus proches de nous géographiquement, n'ont pas découvert encore, eh bien, il fallait y penser avant. Il n'en est plus. L'heure est à la confrontation et l'axe eurasien Moscou-Pékin est à l'offensive. Il n'y a donc aucune raison de faire des cadeaux et de politesse à leurs ex-partenaires. Maintenant, il y a des vétos à tire-larigot depuis 2011, depuis la Syrie d'ailleurs. C'est là qu'a eu lieu le premier veto. C'est là qu'ont eu le premier veto russo-chinois. Et c'est pas seulement la Russie puis la Chine qui aurait fait ça par inadvertance. La Chine, pendant longtemps, jusqu'à une période récente, n'avait utilisé le veto depuis la mission des Nations Unies que 14 fois. Là-dessus, elle l'avait utilisé 11 fois sur le dossier syrien. 11 fois sur 14. Donc si on dit qu'un pays aussi précautionneux que la Chine quant à l'usage du droit de veto ne s'intéresse pas à un dossier, il ne vote pas 11 fois sur 14. Bon, voilà. Alors, donc, l'Iran, très habilement, s'est joint à l'axe eurasien, Russie, Chine.
Il a signé avec la Chine un partenariat de coopération stratégique spectaculaire, avec des milliards et des centaines de milliards d'investissements prévus, avec une collaboration de tous les instants sur tous les dossiers. Avec la Russie, il y a eu un rapprochement stratégique et une concertation diplomatique de plus en plus grande, et donc l'Iran est intégré à l'axe qui guide le bloc eurasien. Quand on fait partie du directoire de cette façon-là, d'une façon ou d'une autre, on peut chercher les coups dans la tête, puis dire oui, mais il y a ceci, mais il y a cela, il y a le gaz, il y a les petits oiseaux qui ne font pas cuit, il y a etc. Mais enfin, il n'empêche que quand on fait partie du directoire, qu'on s'appelle l'Iran, qu'on est allié à la Russie et à la Chine, je pense qu'ils n'ont pas de doute ou d'incertitude ou d'inquiétude à avoir sur leur avenir. Alors que l'Occident, lui, peut s'en faire des inquiétudes sur son avenir. Parce que par la force des choses, de par l'état des économies, des stratégies, des perspectives, et puis surtout la résonance que leur position entraîne dans la communauté internationale ou ce qui en tient lieu. Alors, la stratégie iranienne, c'était donc ça. Et l'Iran, très intelligemment, semble avoir découplé les deux aspects du dossier. D'une part, il ne renacle pas, s'il peut renacler puis repousser ad vitam aeternam pour obtenir de nouvelles concessions et facilités inscrites dans le traité, il consent à négocier sur le traité nucléaire, puisqu'il s'est voulu qu'il l'a rompu, c'est l'Amérique. Mais quand il l'a rompu, c'était encore flottant, il n'avait pas rejoint l'axe proprement dit Moscou-Pékin. Là, il l'a rejoint. Donc il peut en toute tranquillité tenir aux deux pères fouettards de l'axe du bien, notamment au Conseil de sécurité, il peut leur tenir tête. Alors, donc il a découplé les deux dossiers. Il y a d'une part, on veut bien négocier la reprise des États-Unis dans le dossier du bien, mais on n'est pas demandeur du tout. Mais presque pour faire plaisir, on veut bien, mais vous faites des concessions. Et si vous ne faites pas de concessions, tape, on bloque. Et on demande de nouvelles garanties, on demande de nouveau ceci, de nouveau cela, et ainsi de suite. Alors, donc Téhéran semble donc avoir découplé les deux aspects du dossier. D'une part, parvenir à signer une nouvelle version de l'accord nucléaire, le PAGC, le plan d'action globale, de coopération, de compréhension globale, sur la base du marchandage qui a prévalu jusqu'à présent, à savoir l'arrêt temporaire des sanctions économiques du programme nucléaire, c'est ça, l'arrêt temporaire des sanctions économiques contre l'arrêt temporaire du programme nucléaire iranien, contre le ralentissement du rythme du programme nucléaire iranien. À moins que ce ne soit la réduction des sanctions, tout simplement, contre le ralentissement du programme nucléaire. Mais c'est contre des concessions. Et il sait très bien que si le bloc occidental ne fait pas ces concessions-là, ben on va continuer à dire je signe pas, puis là, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, hein? Faites donc la guerre si vous l'osez. Et alors je pense que, manifestement, Téhéran a intérêt à temporiser en réclamant des garanties aux États-Unis et à leurs laquais occidentaux, utilisés comme proxy dans la négociation. L'Iran réclame à juste titre, par exemple, dans l'état actuel des choses, entre autres, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, jugée malveillante à son égard, de terminer ses enquêtes d'affaires faussement classées, ou bien des précisions sur tel ou tel point. C'est une des exigences de l'Iran avant de reprendre les négociations et de signer le fameux document final, car il y a du doute final, puisque ça dure depuis 1 mois et demi. Il ne faut, alors, membre de l'axe de la résistance d'une part, désormais membre de la Troïka eurasienne, avec Moscou et Pékin comme partenaires, c'est pas n'importe qui. L'Iran est désormais même en assez bon terme avec Erdogan, finalement. L'Iran peut envisager l'avenir avec résolution, conformément à la ligne ferme que l'on prête au président maintenant, al-Raisi, et qui est réputé pour être ferme au moins, je pense que ça ne signifie pas grand-chose, ça c'est l'étude occidentale, mais enfin, il est ferme au moins dans l'expression, et je pense qu'il est ferme, qu'il ne fera pas de cadeau, et il ne faut pas compter donc sur des concessions comme ça globales, parce qu'il y a cet accord géopolitique et qui ne va pas être facile à mener. Et il ne faut donc pas compter sur un abandon quelconque de ses positions et de l'avenue, ça l'Iran le fait savoir, toujours ouvertement, qu'il ne faut pas que l'Occident compte sur l'abandon
par l'Iran, de ses positions et de ses vues quant à l'avenir de tous les dossiers politiques qui lui tiennent à cœur, notamment dans la région, à savoir, j'en noterai 4 peut-être, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine. Ces 4 dossiers font partie des dossiers qui tiennent à cœur à l'Iran, et je n'ai pas du tout dans les confidences des dirigeants iraniens, et de mon point de vue, ils ne céderont pas parce qu'ils le font connaître quand même, ils le font savoir, qu'ils ne font pas de concession, que le fait, même s'ils signent le nouvel accord nucléaire, quelles que soient les conditions, que ce soit avantageux ou pas trop avantageux, ou moins, jamais ils ne céderont sur l'inverse. Ça n'ira pas du tout de pair avec cesser les relations avec le Hezbollah, cesser l'alliance avec la Syrie, lâcher l'Irak, ou bien laisser tomber les Palestiniens. Alors ça mérite quand même d'être noté, et donc voilà la stratégie d'Iran. L'avenir nous dira si ces calculs étaient les bons, parce que moi je ne suis pas prophète, ni devin, mais la recomposition politique en cours, à laquelle je crois beaucoup, donnera sans doute raison, moi ça je n'en doute pas, aux audacieux, parce que le temps de l'audace est peut-être revenu. Il appartient peut-être à certains pays qui souffrent beaucoup, je pense au Liban, et bien de faire leur choix, parce que rien ne va plus. C'est comme à la roulette russe. L'avenir nous dira si ces calculs étaient les bons, mais la recomposition politique en cours, qui à mon avis ne fait pas de doute, alors c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain, mais ça ne sera pas dans 40 ans ou 50 ans, où disons tous les dirigeants sont morts, et puis la moitié des habitants, ou les 3/4, mais c'est bientôt maintenant, ça sera plutôt en mois, ça se comptera plutôt qu'en années. Hein. La recomposition géopolitique, c'est sans route. Alors, donnera sans doute raison aux audacieux, c'est-à-dire pas aux ceux qui croient être la quintessence de l'humanité et prétendent de très haut le reste des barias, des fadis, des voyous, etc., etc. Alors, dans un monde où foisonne, notamment dans les milieux dirigeants et médiatiques et pensants, dans un monde où foisonnent les idées utiles, eh bien, elle démontrera sans doute l'avantage qu'il y a à agir suivant une stratégie intelligente. C'est ce qui fera la séparation. Voilà.